La sécurité, François Braun, c'est aussi permettre à chacun d'être soigné correctement et d'être accueilli aussi correctement. Sinon, ça crée des frustrations, des tensions. Est-ce qu'aujourd'hui, au 20 juillet, vous pouvez nous dire les urgences tiendront jusqu'à la fin de l'été? Je veux déjà, si vous me permettez, reprendre ce que vous avez dit. Vous dites que ça crée de la frustration. Du côté des patients et du côté des soignants. Mais la frustration n'explique pas les violences. Je veux bien redire cela, parce que souvent on dit c'est normal, les gens attendent, donc ils deviennent violents. Non, ça va rien de soi, mais ça crée des tensions. violences. Mais rien n'excuse les violences, et je crois qu'il faut le dire. Et le zéro tolérance sur les violences aux soignants, je veux vraiment réinsister chez vous sur ce point. Maintenant, nous avons une organisation de notre système de santé pour nous permettre de passer cet été comme l'été dernier, qui avait été compliqué. Mais les mesures que j'ai prises l'été dernier nous ont permis de diminuer cette tension sur les services d'urgence. Donc nous faisons pareil cet été avec peut-être un peu plus d'ampleur. Et ce principe de base, c'est de dire nous devons garder les services d'urgence pour les gens qui en ont vraiment besoin. On sait très bien que 4 patients sur 10 qui se présentent dans les services d'urgence pourraient être pris en charge autrement. Moi, ma volonté, et elle est relayée par les professionnels sur le terrain, c'est de dire la régulation médicale, c'est une chose qui est essentielle. C'est l'appel au 15 pour réorienter les patients soit vers un médecin de ville, soit vers les urgences. Mais vous aviez promis... Et ça marche. Vous dites que ça marche. Alors justement, vous dites que ça marche, vous dites aucune fermeture sèche des services d'urgence. C'était la promesse que vous aviez faite il y a quelques mois. Je recevais à cette même place mardi Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et voilà ce qu'il me disait. Ah c'est raté. Et j'aime beaucoup François Braun, mais c'est complètement raté là. C'est raté. Ça ferme de tous les côtés et lui dit que c'est moins important que l'an dernier, qu'il y a moins d'engorgement que l'été dernier. Non. C'est-à-dire qu'il est mal informé. C'est les chiffres qui lui remontent des agences régionales de santé. Bien sûr, de son administration qui veut bien faire, mais si vous voulez, c'est inutile. Il n'a pas les bons chiffres, il n'a pas les bonnes données. Il a les données qu'on lui donne. Nous n'avons pas les mêmes. Mais c'est depuis toujours ça, de toute façon. Vous n'avez pas les mêmes données, alors qui dit vrai, François Braun? Non, mais j'aime beaucoup Patrick Pelloux. Moi aussi. Ça lui fera plaisir. Non, mais bon, je le connais depuis très longtemps, mais je me déplace beaucoup sur le terrain. J'y étais encore en début de semaine, j'y serai, c'est prévu en fin de semaine, la semaine prochaine. Moi, je vois ce qu'on me dit sur le terrain. Je ne travaille pas sur les chiffres que me remonte mon administration. Ça, c'est faux. Ce que je dis, c'est que... sur le terrain. Bien sûr, oui. Ce que je dis, c'est que l'accès régulé aux services d'urgence peut donner l'impression à nos concitoyens que ces services d'urgence sont fermés. Mais ce n'est pas le cas. Je crois que nous devons vraiment concentrer nos forces auprès des patients qui en ont le plus besoin. Vous allez réussir à désengorger tous les services d'urgence d'ici la fin de l'année prochaine, comme l'a promis le président de la République. Là aussi, Patrick Pelloux en doute. Oui, c'est un engagement du président de la République et je le tiendrai. Ce sera fait par la régulation médicale avant d'aller aux urgences, par l'organisation de l'aval des urgences, c'est-à-dire les hospitalisations à partir des urgences. Sauf qu'il manque quand même encore des médecins, François Braun, dans ces services d'urgence. Si les services d'urgence avaient moins de patients, on le disait, 4 sur 10 qui pourraient être pris en charge ailleurs, eh bien nous aurions suffisamment de médecins aux urgences. Et organiser les hospitalisations après les urgences, c'est une instruction que j'ai envoyée aux ARS, transmise aux établissements au début du mois, en disant je veux qu'il y ait cette organisation à l'échelle des territoires et que tout le monde y participe, le public comme le privé. À date, le 20 juillet, est-ce que vous constatez aux urgences un afflux de patients qui auraient des insolations, de la déshydratation, en fait les conséquences de la canicule de manière générale? 9 départements sont toujours en vigilance orange. Pas d'alerte particulière en tout cas sur un afflux de patients aux urgences liés à la canicule. Il y en a malheureusement qui viennent pour des effets liés à la chaleur. Donc c'est quoi? C'est de la déshydratation essentiellement? De la déshydratation, des problèmes de mal de tête, des signes en fait de cette déshydratation. Et là, mais pas de surpopulation. Pas de surpopulation aujourd'hui. Et là, nous avons des conseils qu'il faut donner, qu'il faut répéter. J'ai d'ailleurs mobilisé les médias dans les secteurs où on est en alerte canicule orange pour passer ces messages de prévention. C'est essentiel. Ce n'est pas une fatalité de souffrir de la chaleur. Je pense que tout le monde connaît les messages et les bonnes attitudes à avoir. Éviter de se mettre au soleil pendant les heures, donc en gros entre midi et 16h, là où le soleil tape le plus fort. Je veux dire, il faut voir, quand il fait chaud, eh bien, on se met à l'abri de la chaleur, on s'hydrate correctement, on hydrate ceux qui sont autour de nous. Parce que quand on est tout petit ou quand on est plus âgé, on n'a plus ce réflexe de soif. Vous savez, les Français savent bien que
quand ils ont chaud, ils ont soif, ils boivent, puis ils se mettent à transpirer beaucoup. Bah, cette transpiration, elle permet d'évacuer la chaleur du corps. Mais quand on est très âgé ou tout petit, on n'a pas ce réflexe qui nous dit il faut que je boive. Donc il faut être à côté de nos plus âgés, il faut être à côté des plus petits. C'est comme ça qu'on prévient correctement les effets de la chaleur. François Braun, votre homologue allemand a une idée, accorder des heures de repos, de sieste au sein des entreprises aux heures les plus chaudes pour réadapter en fait les horaires de travail comme dans les pays du Sud. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Est-ce que ça peut être une piste pour la France? Je pense que l'augmentation des températures que l'on constate... Avec lesquelles il va falloir vivre. Il va falloir vivre avec, exactement. Réadapter les horaires de travail. Vivre avec, regardons ce que font les pays du Sud, y compris en termes de construction. On voit bien que ce ne sont pas du tout ces grandes baies vitrées qu'on peut utiliser, mais plutôt des petites ouvertures. Enfin, on voit bien qu'il y a un changement de société et que nous devons nous adapter globalement. Mais ça, c'est pas de la santé. Mais l'idée de la sieste. C'est pas un problème de santé, mais nous devons nous adapter. Et l'idée de la sieste, ça vous semble être une bonne idée? L'idée de la sieste, elle est surtout... vous savez, si vous faites la sieste alors qu'il fait 35 dans la pièce, ça ne va pas vous reposer. Elle est surtout le fait de ne pas faire d'efforts, physiques pendant les heures les plus chaudes. Message passé aux employeurs, notamment ceux du BTP, pour qui les salariés peuvent être exposés à un certain nombre... Mais beaucoup de choses ont été faites, contrairement à ce que j'entends. Énormément de choses ont été faites depuis 2003. Nous avons bien sûr... Avec des messages de prévention, vous le disiez, qui avaient été... Ce qui s'est passé en 2003, avec des messages de prévention, qui ont été, sensibilisation des travailleurs, des professionnels. François Braun, puisque vous êtes toujours ministre de la Santé et de la Prévention, c'est vous qui en ce moment préparez le budget de la sécurité sociale. À quoi faut-il s'attendre? Votre collègue du budget, enfin celui qui est encore à cette heure ministre du budget, dit « Nous étudions des pistes relatives au coût des médicaments ». Est-ce que ça veut dire des déremboursements? Vous savez, le travail du budget, c'est le travail de tout l'été, puisque nous devons fournir ce texte pour fin septembre, début octobre. Voilà, à l'Assemblée et au Sénat. Octobre, d'abord en Conseil des ministres et ensuite au niveau des parlementaires. C'est un travail de longue haleine et à chaque fois, tous les ans, on remet tous les sujets sur la table. Donc c'est un sujet qui est sur la table, le déremboursement de certains médicaments? Il n'y a pas de tabou. Tous les sujets sont sur la table. Je ne suis pas favorable à un principe de déremboursement des médicaments. Vous savez, on a déjà fait beaucoup de choses, y compris diminuer les taux de remboursement, mais tout doit être étudié à chaque fois. Le budget de la sécurité sociale, on dit c'est mon budget, mais ce n'est pas mon budget, c'est l'argent des Français. Et l'argent des Français, je dois l'utiliser au mieux dans des objectifs de santé, de prévention. Mais pour être clair, parce que je pense que la question du prix du médicament, au-delà de celle des pénuries, intéresse ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, par exemple, il y a une franchise de 50 centimes par boîte de médicaments. Donc en gros, si je me rends dans une pharmacie, j'achète une boîte de médicaments à 2,50 €, la sécurité sociale me rembourse 2 €. Est-ce qu'il est question que l'année prochaine, je paye plus, que cette franchise soit augmentée, par exemple? Ça fait partie des pistes que... Comme tous les ans, ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Je rappelle d'ailleurs que, pour être très précis sur ce que vous avez dit, il y a aussi un plafond qui est à 50 € et au-delà, on ne paye pas plus. Donc tout est forcément sur la table. Je le redis, notre système de santé, nous devons faire cette transformation à l'hôpital, en ville, pour mieux répondre aux besoins de santé des Français.